À l'époque, on était à milieu de s'imaginer que Benoît allait affronter Dustin Poirier aussi rapidement, une légende de l'UFC, pour quasiment une demi-finale mondiale. Qu'est-ce que tu penses, avec un peu de recul, de tout ce chemin parcouru, de l'année de Benoît et de tout ce travail effectué? Ben, ce que j'en pense, c'est que c'est incroyable en fait. Comme je vous dis, rien n'était prévu. Et rien n'est prévu de toute façon. Je sais pas, c'est. En fait, on est dans une bulle, quoi. On avance. Mais il faut voir les 3 combats qu'il a fait, là, les 3 victoires incroyables. C'est pas étonnant qu'il ait cette opportunité quelque part. Moi, je dirais que c'est mérité. Mais c'est vrai que ouais, ça paraît fou, quoi. Mais c'est. Moi, je dirais que c'est motivant, surtout pour ceux qui suivent Benoît, les combattants, tout ça, c'est motivant. C'est qu'en fait, on peut arriver rapidement très haut, hein. Mais bon, attention, hein, c'est pas gagné non plus parce que il y a un client en face. Benoît donc affronte en mars un top 5 de l'UFC, une légende, et pourtant rien n'a changé dans la préparation. On a eu un peu de Bayonne en début de camp, toujours la Bulgarie, dans des conditions assez éloignées des grandes gyms américaines ou même des salles de Dubaï. À la mode en ce moment, il y en a beaucoup qui se préparent au Moyen-Orient. Pourquoi renouveler la Bulgarie par exemple? Ben, on ne change pas une équipe qui gagne. L'entraînement, il fonctionne. Pourquoi changer? La grosse erreur, c'est ça. C'est justement, il y a beaucoup de combattants, ils montent, et après, ils commencent à s'entourer de nouvelles personnes. Ils veulent aller dans des nouvelles salles. Mais bon, la salle de Dubaï, c'est sûr qu'elle doit être magnifique, hein. Même l'America Top Team, c'est superbe. C'est pas pour ça qu'il n'a pas tapé un mec de l'America Top Team comme Thiago Moises qui est entouré des meilleurs. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que tu peux avoir les meilleurs sparring partners du monde. C'est pas pour ça que tu vas spécialement gagner au combat. En fait, non, on est dans des conditions, moi je dis très bien en fait, hein. La Bulgarie c'est sympa, on connaît tout le monde, on est dans notre élément, on est entre nous, l'ambiance est sympa. Pourquoi changer ça? Pourquoi aller s'exporter je sais pas où? On aurait pu faire le camp à Fitness Park, hein. Je veux dire ça change rien. C'est juste, c'est quoi? C'est juste des locaux, hein. Ok, Dubaï ça brille, c'est joli, il fait beau, mais voilà quoi. Moi je préfère la Bulgarie quoi. Pourquoi ne rien changer justement? Parce que ça marche? Parce que c'est des conditions avec l'expérience, toi, qui montrent que vous validez ce fait-là? Ben ouais, bah déjà, moi déjà souvent ce qui me blesse, c'est que quand on voit certaines personnes qui parlent, qui ne connaissent rien, il faut aller s'exporter, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. C'est une grosse erreur. Reste avec les tiens, crois en ton travail. D'ailleurs, on n'arrête pas de le prouver, mais de toute façon, il faut le prouver sans arrêt. De toute façon, il faut prouver, il faut des victoires sans arrêt. Les gens, ils ont toujours l'impression que, comme je dis, l'herbe est plus verte ailleurs. Mais non, ça suffit. On a des bons sparring. Voilà. L'important aussi, c'est l'énergie. Et bon, voilà, on se connaît très bien. Je veux dire, moi, je connais très bien Benoît. Il y a Guillaume, le manager en plus qui est là en Bulgarie. Je veux dire, on est comme une famille, quoi. Pourquoi changer ça, en fait? Moi, je dirais même que c'est du luxe pour le combattant, un combattant comme Benoît, de pouvoir être. Bon, maintenant, au niveau où il est arrivé, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que n'importe quel gym l'accueillerait. Mais quand on voit ses débuts par rapport à maintenant, il était entouré pareil. C'est-à-dire quoi, pareil? Il y avait moins de monde, mais je veux dire, moi, j'étais tout le temps avec lui. J'ai fait vraiment un travail ciblé, quoi. Et ça, c'est rare. Un travail ciblé comme on fait, c'est seulement les Anderson Silva, les gens qui ont les moyens financiers. Parce qu'en fait, pour avoir un coach qui puisse te suivre partout, surtout au début, hein, quand il n'y a pas d'argent, à droite, à gauche, les gens ils travaillent. La plupart des gens travaillent, personne vit. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui vivent du combat. Et donc, voilà, tu dois te délocaliser à chaque fois. Comment tu fais quand tu travailles? C'est impossible. Donc, lui, déjà, d'entrée, il a été entouré comme un professionnel, même si l'extérieur paraît amateur. Mais l'extérieur, il ne faut pas oublier, c'est juste l'emballage. L'emballage est joli, hein. C'est un peu comme, tu sais, la mode des appartements qui ils refont un peu un coup de peinture là, un petit truc, hop, on le repeint, on le revend une blinde, alors qu'en fait, ils ont fait, c'est juste l'emballage. Si tu grattes, il n'y a rien. Eh ben, c'est pareil. C'est pareil. Les belles gyms, c'est magnifique. 3000 mètres carrés, 3 cages. Déjà, tu n'as pas besoin de 3 cages pour t'entraîner, hein. Déjà, c'est trop. Trop de monde aussi, c'est perturbant. En petits groupes, on est très bien. Franchement, on se sent à la maison, c'est l'essentiel. On ramène notre famille est au chaud. Et voilà, magnifique. C'est pour ça que aussi il y a peut-être un peu moins de monde que l'an dernier, par exemple sur cette première semaine et peut-être sur ce camp, dans la cage. Là, l'an dernier, je me souviens, vous étiez 30 à peu près. Là, ça permet un peu de travailler plus qualitativement. Ben, déjà, oui, il y a moins de monde là parce que c'est le premier jour. Mais il va y avoir du monde.
Mais moi, je préfère qu'il y ait moins de monde. Honnêtement, une dizaine de personnes, c'est parfait. Parce que plus il y a de monde, plus c'est dur à gérer, plus la mise en place est longue. Je prends un exemple. Allez, on met des protèges tibias. Déjà, ça dure 10 ans pour que les gars ils se préparent. Il faut gérer un peu tout le monde, et gérer l'espace. Il y a trop de monde, surtout en MMA, ça bouge beaucoup, c'est compliqué. Probabilité de blessure plus élevée parce que les gens se rentrent dedans. Hein, tu as dû déjà voir dans des phases d'entraînement. Donc, s'il y a moins de monde, l'idéal, c'est une dizaine de personnes. Et ce qu'il faut, c'est les sparring adéquats pour le combat. Adéquats qui ressemblent, au moins, pas spécialement qui ressemblent à Poirier, mais des sparring qui puissent mettre Benoît en difficulté dans certains traits spécifiques du MMA. La lutte, l'anglaise, le sol, c'est ça qu'il faut trouver les bons sparring qui vont le faire travailler. Donc voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de monde, donc on est très très bien là. Et c'est peut-être pour ça que vous allez chercher des sparring peut-être bulgares, polonais, parce qu'aujourd'hui avec le statut de Benoît, peut-être que certains sparring français n'osent peut-être pas y aller face à Benoît. Est-ce que tu ressens ça ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai été contacté par pas mal de gars, je leur ai dit de passer. Non, il n'y a aucun souci. Il y a des gars, ils vont passer. On a vu Saladin qui est venu. D'ailleurs, c'était un honneur pour nous de voir Saladin. Il a quand même fait l'aller-retour Paris-Bayonne juste pour venir aider Benoît à faire un sparring. Ça fait plaisir quand même. D'ailleurs, on remercie ses coachs Stéphane Hatch et Arnaud Templier. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Je veux dire, donc non, les gars, ils se déplacent. Parce que souvent, ils se déplacent, pas que pour Benoît aussi, ils se déplacent aussi pour s'entraîner. Parce qu'il faut savoir, tout le monde ne va pas tourner avec Benoît, mais il y a un staff autour. Moi déjà, le seul fait que je que je mette en place les entraînements, parce que c'est dur de trouver des coachs de MMA, il n'y en a pas tant que ça. Donc les gens profitent de ce moment pour pouvoir s'entraîner aussi. Donc on va avoir beaucoup de combattants de l'Est qui viennent des orgas comme des orgas russes là, qui s'appellent, j'ai oublié le nom, mais qui viennent... voilà, exactement. Oui, voilà, l'ACA, exactement, on en a pas mal. Mais justement, parce qu'en fait, ils galèrent. C'est pas évident de trouver des cours collectifs de haut niveau en MMA, quoi. Je rebondis sur Saladin Parnasse. Effectivement, on a vu quelques images. C'est un honneur pour ces deux champions déjà de s'entraider. Saladin est aussi gaucher. C'était intéressant pour vous de travailler avec lui? Bah oui, il est gaucher, il va super vite, il met beaucoup de volume, un peu comme... striking de Saladin est bien au-dessus de celui de Poirier, hein, parce qu'il met beaucoup de pieds-points, donc il y a des kicks et tout. Poirier, c'est plus l'anglaise, mais il met beaucoup de volume, donc c'était intéressant. Puis il est fort en lutte, il est complet, quoi. C'est un combattant de haut niveau, hein, très solide, hein, incroyable, quoi. Donc ouais, non, c'était super positif. C'est vrai qu'en plus, on a vu Poirier se pavaner avec des Gamrot, des machins, etc. Mais en France, on peut aussi s'entraider et prendre les meilleurs Français, en fait. Bah oui, il peut ramener qui veut, on s'en fout, en fait. Il peut ramener même John si ça lui fait plaisir. Hein. Tant mieux pour lui, s'il a les moyens, quoi. Mais je veux dire, ça ne va rien changer. Après, dans la cage, voilà, celui qui met en place peut-être... celui qui est mieux préparé, qui met en place la meilleure stratégie va gagner. On ne sait pas qui va gagner. Comme je dis, ça va être un combat très dur. On le respecte, Poirier. C'est un champion, il est très dur. Dur au mal. Ça va être une vraie guerre sur 5 rounds. Il est chez lui. Ça ne va pas être facile, mais comme on aime les défis, on adore ces situations où on se sent un peu en terrain hostile. C'est limite jouissif, quoi. C'est que tu y vas... moi j'adore ça, moi. Ce petit goût tu sens que tu es hostilisé. C'est bon, ça. Ah, puis vous avez montré avec Frévola que ça vous réussit aussi, quoi. Bah oui, de toute façon, on s'en fout. De toute façon, y a la cage, il y a le gars, voilà, c'est pareil. Hein. Que tu te retrouves dans n'importe quel pays du monde, c'est le même format. Hein. Je veux dire, ça ne change rien. UFC Paris, ok, on est chez nous. Et attention, combattre à la maison, des fois, c'est beaucoup plus dur. Avec la pression qu'il y a, la famille qui vient, tout le public est derrière vous. C'est pas évident. Des fois, quand vous partez à l'étranger, comme ça, c'est tranquille. Je reviens un peu sur la Bulgarie. Est-ce que tu connais cette citation de film ? Il t'est arrivé la pire des choses, ce qui peut arriver de pire à un boxeur, tu t'es embourgeoisé. C'est clair, c'est clair. Le problème, c'est qu'arriver à un niveau, quand tu commences à faire beaucoup d'argent, d'ailleurs, moi, je rebondis sur le film de Rocky, le 1. C'est Rocky. Voilà. Le 1, il faut vraiment le voir, ce film. Il explique vraiment tout. Il est condensé. Les managers, les entraîneurs, justement, sont bourgeoisie. On voit que Rocky commence à gagner de l'argent et on voit qu'il commence à se perdre, justement, dans des belles salles, la publicité, les interviews. Et ça c'est vrai que c'est dangereux, il faut rester focalisé, parce que quand on commence à faire beaucoup d'argent, on voit comme les McGregor. Les McGregor, c'est fini.
C'est incroyable son histoire, mais il ne reviendra plus. C'est impossible, il fait trop d'argent, il est trop sollicité, il s'est perdu, quelque part il s'est noyé. Quoi. Mais c'est pas grave, il est riche maintenant, tant mieux pour lui. Mais ce que je veux dire par là, Benoît il a encore faim. Il a encore faim, il veut absolument cette ceinture. Peut-être Poirier, il a peut-être moins faim. Peut-être, parce que ça dépend aussi des combattants. Mais c'est vrai qu'avec le temps, moi je l'ai vu avec les champions, hein, ils s'entraînent moins dur. Ils s'entraînent moins dur, c'est pas ça. C'est qu'ils veulent tout gérer pour, disons, contourner les difficultés. Tiens, on va faire ci avec lui. Ah non, non, je préfère, voilà. Quoi. En fait, ils s'entraînent dur, mais pas si dur que ça. Pas comme c'était avant, quand ils voulaient vraiment avoir le Graal, quoi. Benoît, tu le sens toujours avec la même envie? Je le sens toujours avec la même envie, bien sûr, il faut toujours le pousser, parce que les combattants, des fois, ils sont un peu, voilà, quoi, on les voit, ils sont un petit peu, des fois, sur des petits trucs, ils sont un peu feignants, quoi. Donc voilà, bah, justement, je suis là pour, je suis là pour justement observer, et non, non, sans pitié, on y va, il n'y a pas de, y a pas de passe droit, c'est... Benoît avait fait la tournée des médias après votre victoire contre Matt Frevola. Il demandait à la ceinture BMF, Poirier, Gaethje, des gros noms. À l'époque, est-ce que tu y croyais vraiment d'affronter un top 5 aussi vite? Bah ouais, moi, parce qu'en fait, il faut comprendre, oui, parce qu'il faut voir ce que Benoît fait. Par rapport aux performances, c'est sûr que si le gars il gagne au point, des petits combats comme des combats où bon, c'est. Mais Benoît, il a terminé les gars d'une façon violente. Bah ouais, Dana White, justement, Dana White, c'est ça qu'il aime. Du moins, l'organisation, c'est ce qu'elle aime. C'est voir des combattants qui terminent les gars et avec la manière. Donc, à force de les appeler, bah, c'est sûr qu'à un moment, il allait lui donner l'opportunité. La preuve. Bon, maintenant, de passer du 11, il est 11 ou 12e au 3e, je crois, c'est ça. C'est incroyable, c'est un bond énorme. Mais avec l'UFC, tout est possible. On voit des gars qui viennent du catch. Tu te rappelles le gars qui venait du catch, qui a combattu pour la ceinture, Brock Lesnar. Je crois qu'il n'avait jamais combattu en MMA. Il a fait une ceinture directe, hein, si je me rappelle. C'est comme ça. C'est des opportunités. Et quand tu les as, il faut les saisir, il ne faut pas refuser. Hein. Donc c'est Dustin Poirier. Est-ce qu'on peut dire que Dustin Poirier est une star de l'UFC, selon toi? Ah bah oui. Dustin, ouais, c'est une star de l'UFC. Bah oui, bien sûr, il a tapé 2 fois Conor, il a pris un tas de gars, mais je sais plus, une liste incroyable de combattants de très haut niveau. Si, c'est une superstar de l'UFC. Ouais. Et c'est le premier de ce top 5 à combattre, à accepter des combattants qui sont moins bien classés, voire hors du top 10 par exemple. Qu'est-ce que tu penses de sa décision de prendre lui, un jeune prospect, hors du top 5? D'habitude, ils s'affrontent entre eux. Ah oui, je suis un peu étonné, parce qu'en fait, vu son statut, c'est vrai que c'est... Parce qu'en fait, la pression, elle est pour lui. Benoît, il n'a rien à perdre sur ce fight. Il a tout à gagner, en fait. Poirier, voilà, quoi, il est numéro 3, donc ouais, la pression est sur ses épaules, il va combattre chez lui. Donc c'est vrai que c'était étonnant. Donc je ne connais pas le deal, mais il y a dû avoir un deal derrière, ou une pression, je ne sais pas, mais c'est curieux. Ou peut-être le fait qu'il n'y avait plus d'autres combattants, mais même comme ça, un combattant de son niveau, surtout qu'en plus il brasse beaucoup d'argent lui, donc je sais pas, il a dû avoir une proposition intéressante ou pas le choix, je sais pas. C'est curieux, il faudra lui demander à Poirier. Hein. On va lui demander. Ah d'accord, ok. T'inquiète pas. Oui, puis on va parler avec lui de ce retournement de situation, parce que est-ce qu'il a demandé plus d'argent, on ne sait pas. Ça vous a perturbé ça ou pas d'ailleurs? Ben non, moi pas du tout. Moi je l'ai appris comme vous en fait. Hein. Regardez j'étais étonné, j'ai pas trop compris en plus. Après je discutais avec Guillaume, Guillaume me disait non, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Après moi j'ai laissé. Mais bon, après, ouais, c'était curieux quand même. C'était assez. Puis ça a été rapide. Hein. Derrière, après, c'est oui, donc voilà, c'est parti, le fight. Au contraire, je pense que ça a remotivé encore plus. Ça a donné plus de hype pour le fight. Qu'est-ce que tu apprécies chez le combattant Poirier? C'est quelqu'un qui est offensif, très bon en boxe anglaise. Tu dois aimer ça, on sait que tu aimes bien ce style de combattant. Non? Ah oui, c'est un combattant très dangereux. Voilà, il attaque sans arrêt et en plus, il est très résistant. C'est-à-dire qu'en fait, quand il commence à mettre la machine, des fois il se fait dominer, ça peut les deux premiers rounds, mais il termine toujours fort. Il arrive à plier ses adversaires rien qu'avec le rythme, et il encaisse par contre. Ça c'est incroyable, c'est sa faculté à encaisser les coups. J'ai vu un combat, je crois que c'est Chandler, c'était un beau combat, où même Chandler se crame, hein, il prend un tas
tas de coups dans tous les sens. Ouais, il y a plusieurs, même contre Conor, hein, le deuxième combat, ou même le premier, à un moment, il prend beaucoup de coups, mais bon, il arrive à renverser la vapeur. C'est un mec qui est résistant et c'est un gars qui est habitué aux 25 minutes. C'est-à-dire qu'il est endurant. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de volume et il est endurant surtout dans son striking. C'est-à-dire que je pense que c'est un gars, il ne faut pas rester 25 minutes en pied-point avec lui. Parce que en fait, avec son rythme et ses changements de rythme, il peut te fatiguer. Par contre, je dirais plutôt, il pêche plus en lutte et en sol. Je pense que c'est la voie, moi je dirais. Mais bon, un combat, voilà, on sait comment ça se passe, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça termine. Hein. C'est vrai que quand on voit les combats de Dustin, c'est que dès que ça part, il veut taper. Il veut être en anglaise, etc. On sait que Benoît, il aime ça aussi. Est-ce que ça va être compliqué pour lui d'essayer justement de faire des changements de niveau? Parce que certainement que la victoire passera par voilà, la lutte et le sol. Oui, mais aussi le striking, parce que le striking de Benoît, là, on est en train de travailler sur du Muay Thai. Poirier, c'est plus l'anglaise. De temps en temps, il kick. Il n'a pas trop de clinch, des coups de pas beaucoup. Donc nous, en fait, voilà, on a plus d'armes. Lui, il a beaucoup plus d'expérience. Il tape fort, il est précis. Mais il y a plus d'armes pour Benoît, donc plus d'incertitude. Déjà dans le striking. Et après, aussi, on va rajouter de l'incertitude avec la lutte et le sol. Donc Benoît, plus d'armes, je dirais. Mais Dustin a beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus d'expérience dans les 25 minutes et dans les gros fights. Mais voilà, quoi, on y va. Ça peut se définir en strike, ça peut se définir en n'importe quoi le combat. Donc on y va avec tout. Hein. On entraîne toutes les armes. Je rebondis sur les 5 rounds, là, puisque tu en parles. C'est vrai qu'on a regardé 10 de ces 11 derniers combats. C'était des affrontements annoncés en 5 rounds. Benoît, ça va être son premier, si je ne me trompe pas. On sait que le cardio de Benoît il est excellent. On l'a vu contre Thiago, notamment un travail incessant. Mais un cardio sur les 5 rounds, c'est aussi différent. Il ne faut pas trop se cramer. Est-ce qu'on travaille différemment le cardio quand on va faire un 5 rounds? Ben, le problème, ouais, voilà, c'est comme tu as dit, il faut gérer, quoi. Parce que, ok, si tu mets un rythme très élevé et au bout du 13e round, le rythme il descend. Donc c'est quand même, on a quand même une inconnue. Là, on part dans une inconnue dans le sens où c'est 25 minutes. Mais aussi, il ne faut pas se frustrer, attention. Parce que quand tu t'économises trop, tu oublies de combattre aussi. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a un combat, il y a un gars en face. Donc il faut trouver le juste milieu pour pouvoir, dans sa tête, disons, tenir 25 minutes. Mais il faut savoir que là, les entraînements, on a augmenté un peu la charge de travail, surtout dans les temps d'entraînement, pour justement avoir le même temps de combat pour 25 minutes. Mais il ne faut pas non plus être là à l'économie à chaque round. Parce que si tu perds le round à chaque fois, voilà quoi. Donc des fois, Benoît, il va faire le jeu qu'il fait d'habitude. Mais maintenant, dans certaines phases, il va falloir qu'il récupère plus. C'est le juste milieu à trouver. Voilà, exactement. La bouche ouverte en fin de round. Exactement. Mais il faut savoir une chose, c'est que si Benoît fatigue, l'autre en face aussi fatigue. Hein. Ils sont deux. Hein. S'il y a une grosse pression, l'autre aussi. Sauf que l'autre, ouais, il est vraiment résistant. Même en état de fatigue, il avance. Dustin Poirier est gaucher, Benoît également. C'est le premier gaucher que le Français va affronter à l'UFC. Je crois que c'est le deuxième dans sa carrière en MMA. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche du combat? Non, moi c'est pareil. Quand on combat droitier, gaucher, c'est pareil. Pour moi, ça ne change rien. Franchement, j'ai pas de. Les kicks, parce que c'était une arme, le kick du arrière que vous avez beaucoup utilisé sur les 3 derniers combats, ce qui est en plus une arme folle en fait de Benoît. Là, il va pouvoir un peu moins kicker parce que le côté sera fermé. Non, en fait non, parce que déjà il y a la jambe avant qui est devant, low kick. Alors que normalement, la jambe, voilà, c'est plus sur des kicks intérieurs, sur un droitier. Là, ça va être sur la jambe avant. Non, mais même, c'est. Là, je l'ai mis avec des gauchers. Il a déjà tourné avec beaucoup de gauchers, Benoît. Non, en fait, il faut se concentrer vraiment. Il ne faut pas rentrer dans ces détails-là. Et même s'il kick les bras, parce que les gens disent oui, pour annuler la boxe, parce que c'est vrai que si c'est un droitier, on kick le bras droit avec la jambe avant, c'est vrai que. Mais sachant qu'il travaille aussi l'autre jambe. Hein. Mais quand tu te prends un kick plein pot dans les bras, que ce soit sur le bras avant ou sur le bras arrière, ça te fait bouger. Donc, et automatiquement, tu contractes. Donc, les coups ne partent pas. Quoi qu'il arrive, ça va te perturber. Tu vois, que ce soit de la jambe avant ou de la jambe arrière. Parce que la jambe, elle est tellement lourde, elle arrive vite. Et si elle arrive très haut, bien sûr, il faut kicker très haut, presque même au niveau des poignets, mais ta garde est bougée. Donc gaucher-droitier, ça ne change rien. Et on va trouver des failles pour. Et puis on a du travail, nous on a un travail aussi de clinch, de genoux, de coude,
qui fait que, ouais, voilà, on a pas Ouais, mal de... d'ailleurs, sur le combat, Benoît, je crois que c'était un Espagnol qui prend dans sa carrière. Il y a eu 2 échanges face à un gaucher et directement il le prend pour le clincher justement pour essayer d'être le moins embêté possible. En fait. Ouais, mais non, moi je pense que ça va pas déranger. Hein. Okay. À l'époque, quand on commençait, il tournait beaucoup avec Jorick, qui est gaucher, et Benoît il tournait beaucoup. Non, non, il n'y a aucun problème. Dustin Poirier, il a beaucoup de soumissions dans son palmarès, soumissions mises, mais aussi prises aussi. Il a perdu contre Khabib, contre Charles Oliveira. Il peut taper assez vite quand il est mis dans le dur au sol. On l'a vu sur ses deux derniers combats contre Khabib et Oliveira. J'y reviens, mais c'est un secteur clé aussi du combat en fait. Ah bah oui, Benoît, là où il excelle le plus, c'est au sol. En fait, il a un sol vraiment de très très haut niveau. D'ailleurs, on voit le nombre de soumissions qu'il a fait dans sa carrière. Bon, là, ses derniers combats, il les a terminés différemment, mais il a quand même un sol de très, très haut niveau. Donc, oui, si on a une faille, de toute façon, pendant le combat, on va voir là où ça pêche, quoi. Et là où ça pêche, c'est pour ça, la stratégie, bien sûr, on a une stratégie en tête, mais la stratégie évolue par rapport à la physionomie du combat, quoi. C'est-à-dire que si tu vois si tu vois des trous dans certains domaines, c'est là qu'on fonce. C'est pour ça qu'on travaille tout, pour pas être surpris. S'il y a des domaines que tu n'as pas travaillé, c'est compliqué. Mais là, comme on travaille tous les domaines, toutes les positions, tout ça, justement, on va voir où est la faille, on va le sentir. Hein, de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus, encore plus peut-être avec Poirier. Le sol, il est bon, il encaisse bien, mais il a pris beaucoup de KO ces derniers temps. Est-ce qu'il est aussi solide? Les 5 rounds, c'est vrai que tout ça, ça va se voir en début de combat finalement. Oui, puis bon, en fait, il ne faut pas non plus se mettre dans la tête que, oui, voilà, il a 34 ans. C'est vrai que je pense que pour Benoît, c'est le meilleur moment de le prendre. Plus ça avance, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais ça reste quand même compliqué. C'est pas parce qu'il a pris un KO contre Gaethje que, voilà, il ne s'est pas remis du KO. Il a peut-être bien récupéré son KO, peut-être il a travaillé un peu plus son sol, mais bon, je doute que tu t'améliores comme ça. Ouais, voilà, donc c'est plus compliqué, mais c'est quand même un mec d'expérience et tout le monde fait des erreurs, donc il faut faire attention. Mais comme je te dis, nous on se concentre sur ce qu'on fait, c'est sur ce que Benoît va faire et on verra après dans la cage là où on peut aller pour chercher justement la victoire, la faille de Poirier, essayer de la trouver, justement on va le voir, hein, de toute façon rapidement, là où ça pêche le plus, pour rentrer dans cette, on va dire, dans cette faille pour pouvoir pour le terminer si c'est possible. Il y a un Américain qui est venu sparer avec vous, Tim Kennedy. Il est venu à CFIT ouais, c'est ça, ouais. Faire une séance. Qu'est-ce que tu as pensé de Tim Kennedy? C'est un mec qui ressemble un peu à Benoît, un ancien de l'UFC. Voilà, un ancien militaire aussi. Alors Tim Kennedy est venu nous voir. En fait, je crois qu'il écrivait un livre, donc il était de passage. Ouais, donc moi je le connais depuis l'UFC et je le connais même depuis le Strikeforce, parce qu'il avait commencé au Strikeforce. Il avait fait des combats incroyables, super gars, super sympa, mentalité, vraiment une bonne mentalité. Et c'est un pote à Poirier. Et il s'est entraîné beaucoup avec Poirier, donc je lui ai demandé s'il était venu en espion. T'as lâché les drapeaux, ouais. Oui, t'as lâché les drapeaux. Il m'a rien lâché, je lui ai fait gaffe, là, on te surveille. Et non, vraiment bonne mentalité, il a tourné avec tout le monde a apprécié sa venue, parce qu'il était vraiment cool, quoi. Et puis, bon, 45 ans, le mec solide, hein. Incroyable, il a tourné beaucoup avec Benoît. Ouais, il s'est fait un petit peu à mancher. Ouais. Benoît, il allait fort. Ouais, bon, Benoît, ouais, il s'est lâché un peu. Mais bon, bah, voilà, quoi. C'est le pote à Poirier, donc il s'est dit, voilà, tu vas lui raconter comment je t'ai défoncé. Et non, en fait, super mentalité, le gars. Vraiment à l'américaine, moi j'ai kiffé. On a pu l'interroger il y a quelques semaines, pardon. Il nous expliquait cette froideur qu'il avait avant de monter dans la cage. Je crois que pour son premier combat à l'UFC, il dormait quasiment 1 heure avant, quoi. Et tout le monde était halluciné de pouvoir faire ça, quoi. Mais il dit que lui, il avait vécu tellement de choses qu'il avait cette froideur et vraiment déconnecté. On sent qu'avec Benoît, ça peut être pareil. Est-ce que c'est un avantage d'avoir ce côté-là? Ben, c'est un super avantage, ouais, bien sûr, parce qu'en fait, tu subis pas la pression comme les autres, en fait. Tu arrives à faire abstraction. Parce que le gros problème, c'est pas que le combat, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Tu comprends bien que quand tu arrives face à un Poirier en common event dans sa ville, déjà tu ramènes beaucoup de monde, parce que la carte elle est énorme, donc il va y avoir plein de superstars. Bon, Dana White sera là, ça c'est sûr. Il y aura Joe Rogan, il y aura tout.
Bon, il l'a vécu, comment ça s'appelle, à New York, mais là, ça va être encore plus gros. Donc, si tu arrives à faire abstraction, quand tu arrives au combat, tu es beaucoup plus lucide. En fait, tu crames moins. Tu crois moins de... Parce que l'adrénaline, elle te consomme. Et tu peux sortir du combat parce que tu peux être avalé par tout ça. Et si tu es froid, ben là, c'est royal. C'est-à-dire que tu arrives concentré sur la cage, sur le gars. Ça, c'est une grosse difficulté, pouvoir dominer ses émotions. C'est très dur. Et tu sens que Benoît, il est de ce côté-là? Ouais, lui, il a quelque chose de particulier, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand il rentre dans la cage, et c'est son objectif, on dirait qu'il est, il se transcende, en fait, on dirait qu'il est bien, quoi. Et on dirait que c'est son endroit à lui. C'est son jardin secret. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il est là, il est dans son élément. Voilà, il est dans son élément, face au mec. En fait, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Il est content d'être là. Parce qu'à partir du moment que tu es content d'être là, tu vas kiffer ton combat. En fait, il faut prendre du plaisir. Si tu arrives à prendre du plaisir à combattre, en fait, tu vois les choses différemment. Moi, je peux dire ça parce que j'ai été combattant de Muay Thai, certes, mais j'ai eu des phases où j'ai pris le plaisir de combattre. Et c'est vrai que tu sens même pas les coups, tu les sens moins même. Ça paraît curieux, mais tu anticipes tout, en fait. Tu es beaucoup plus lucide, tu vois plus les choses arriver. Et lui, c'est vrai qu'il a de ce côté-là, parce que c'est un jeune combattant. Rapidement, il arrive à contrôler ses émotions comme ça. Bon, je pense que c'est par rapport à son passé militaire, ça l'aide beaucoup. Déjà, bon, c'est un gars déjà qui est différent des autres. Et voilà, cet entraînement qu'il a eu dans les forces spéciales, ça lui sert, hein, c'est sûr. C'est vrai qu'en plus, toi, c'est plutôt le côté expressif, on te connaît, et Benoît, c'est plutôt ce côté froid, quoi. Vous complétez bien, tu joues avec ça parfois, toi? Oui, voilà, ouais. Benoît, c'est pas le mec ouais, il est pas de. Il faut le connaître, mais c'est vrai qu'il il est complètement différent de moi. Il est pas dans la discussion. Il va pas te parler pendant des heures comme moi. C'est vrai que moi, je suis plus excité, mais justement, c'est complémentaire. Hein, c'est ça. Si on était pareil, peut-être, déjà, il y aurait pas beaucoup de dialogue, quoi. Ça resterait un peu muet, le truc. Tu sais, tu te regardes, c'est comme ça et tout, il n'y a même pas de il n'y a rien, quoi, plat, quoi. Donc là, il faut. Ouais. Mais bon, il aime se marrer aussi, hein. Non, il n'y a pas de. C'est des caractères. Voilà, c'est chacun est différent. Ça Hein. marche bien, en fait. Bah ouais, voilà, donc c'est l'essentiel, c'est qu'on s'entende bien et on a le même objectif et voilà, qu'on. Ouais, l'essentiel, c'est de se sentir bien, c'est l'énergie. Hein. Tu te sens bien. Chacun choisit, voilà, c'est comme sa femme ou comme. C'est une énergie. L'énergie, elle est importante, surtout dans l'entourage du fighter. Pour arriver vraiment serein en fight, il faut vraiment être bien entouré. Aujourd'hui, tout le monde est monté dans le train BSD, mais ça a mis un peu de temps quand même. On critiquait parfois Benoît sur son style, sur son côté trop patriote. Est-ce que finalement, là, ce combat-là, c'est pas aussi un joli pied de nez à tous ces gens-là? Ben, bien sûr, parce qu'en fait, déjà, ça prouve que tous ces gens-là, ils n'ont pas l'œil. Donc, parce qu'ils n'ont pas vu venir. Oui, ils n'ont pas vu venir parce qu'en fait, ils n'ont pas l'œil. C'est-à-dire qu'il a quand même prouvé, même avant l'UFC, les gars qui terminaient sans arrêt, il y a un moment, tu te poses des questions. Quand tu dis que le gars il termine tous ses combats avant la limite, je sais pas, je veux dire, si en plus, en voyant les adversaires qu'il a pris, c'est soit c'est du déni, ils ne voulaient pas le voir, ou soit ils n'ont pas l'œil. Donc c'est vrai que c'est un pied de nez parce qu'il y a même des gars que je connais, qui ont fait des interviews, qui disaient des barbaries, quoi. Tu les écoutais alors qu'ils ne connaissent pas le gars. Et maintenant, tu vois, ils ont quand même complètement changé. Ouais, donc ouais, non, c'est un peu, on se marre. Là, on voit comment ça se... Moi, j'adore. Là, je les vois, là, ils sont tous là en train de presque ramper. C'est un peu, c'est curieux, quoi. On a vu un coach de lutte ce matin, qui est coach l'équipe olympique bulgare. C'est vraiment un cadre, hein, et il travaille sur des petits détails. Il nous a dit, il a revu le dernier combat de Benoît, ça va, ça va pas. C'est aussi, ça c'est un travail très important, non? Ben oui, alors ce coach de lutte, on le connaît depuis pas mal de temps, c'est une connexion de Guillaume Pelletier, et c'est vrai que c'est un coach de très très haut niveau, c'est ce qui nous manque en France. La réalité, c'est que il n'y a pas de coach de lutte de ce niveau en France. Donc Benoît, à la base, il était venu en Bulgarie. Avant, on avait prévu d'y aller avant que le fight soit annoncé. C'est-à-dire que ça a annoncé en même temps mais on avait tous prévu d'y aller justement pour qu'il fasse au moins 4 fois de la lutte par semaine pour pouvoir vraiment manger, parce que lui, il est vraiment au souci du détail. Et si vous voyez comme il travaille, c'est pas un bourrin. C'est-à-dire que lui, il peut faire du travail, de l'explosivité, mais c'est très court. C'est-à-dire que tu vas pas te blesser, quoi.
Parce que la lutte, c'est là le danger. D'ailleurs, Benoît s'était blessé en lutte la cheville, c'est là le danger. D'ailleurs, moi, c'est quand je fais mes cours de MMA, les phases de lutte sont très courtes. Parce que déjà, c'est très intense physiquement. Et à un moment, tu peux te faire un genou, une cheville, le dos, les cervicales. Il y a énormément de danger en lutte. Et lui, on voit que non, le gars, il peut faire de l'intensité, mais c'est toujours à la fin très, très court. Et il est vraiment sur les détails techniques. Et ça, on a besoin de gars comme ça. C'est dommage qu'en France, encore, on n'a pas des gars de ce niveau, mais je pense que ça viendra. Mais en tout cas, ouais, c'est très important, la phase de lutte, c'est important. Et Benoît, il aime lutter, donc il est très content d'être là avec lui. Et comme on dit, c'est une phase qui va être certainement très importante pendant le combat, donc c'est là où il faut avoir le maximum d'informations possibles et réviser le maximum de situations finalement. Ben oui, parce qu'en fait, Poirier, lui, par contre, l'America Top Team, il y a des lutteurs de haut niveau, quoi. Ça, de ce côté-là, même des coachs, bon, ils ont les moyens, mais des coachs de pied-point comme moi, jamais, hein, impossible. Hein. Je les connais tous, ils n'arrivent pas à mon niveau, hein, je te le dis tout de suite. Mais ils ont des bons coachs, c'est une bonne équipe, l'America Top Team, mais il ne faut pas s'enflammer. Hein. La plupart des gens qui s'entraînent là-bas, ils ont des coachs particuliers. Il ne faut pas croire que tout le staff, tous les gars, la plupart, quand ils viennent s'entraîner, ils ramènent des gars. Parce que justement, ils n'ont pas… Les meilleurs, il y en a un qui est très très fort, un Brésilien, le problème, ils sont tellement pris, ils enchaînent tellement qu'ils n'ont pas le temps en fait. Donc les gars sont obligés de ramener d'autres coachs. C'est ce que tu me disais, parfois c'est une façade en fait, on voit un athlète s'entraîner avec tel coach, mais en fait il l'a fait une fois parce que c'est tellement une usine, ça tourne tellement, tout le monde ramène ses coachs privés, faut pas non plus voir que ce qu'il y a sur les réseaux en fait. Mais exactement, en fait les gens sont bêtes, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ce qui est énervant, c'est que tu as un gars comme moi qui travaille dans les équipes américaines. Et moi, j'ai fait ma carrière de MMA à l'étranger, donc je le sais tout ça. Et j'arrête pas de le répéter. Mais on sait comment est l'être humain. Il a besoin de se prendre un mur dans la tête pour comprendre. Quand tu vas dans les grandes salles comme ça, déjà, il y a beaucoup de monde. Déjà, il faut que tu aies de l'argent. Parce que quand tu vas aux États-Unis, c'est pas gratuit. Sauf si tu t'appelles, je sais pas moi, voilà, McGregor, tu vas où tu veux. Hein. Mais sinon, il faut que tu payes. Il faut que tu payes tes coachs. Généralement, il y a 50 combattants professionnels. Tu fais des cours collectifs. Personne ne te calcule. Pour te tenir les pas hauts, mon ami, soit tu prends un mec très moyen, il va te faire payer mais pas trop cher, pour avoir le top, laisse tomber. Donc en fait, tu n'as pas un travail comme nous on fait par exemple avec Benoît. C'est pour ça que je te dis, pour Benoît, ça a été du luxe dès le début. J'étais avec lui tout le temps. Donc vraiment, je faisais un travail, c'est pour ça que ça a été plus vite en fait. Moi voilà quoi, j'avais 2-3 combattants comme d'habitude, donc je travaillais sur la qualité. Mais j'étais constamment avec lui. Donc ça change la donne. Quand tu arrives dans justement une team où il y a énormément de gens, il n'a pas le temps, le coach, de s'occuper de toi. L'America Top Team, c'est trop énorme. Et il y a des orgas, quoi. Ils doivent préparer des mecs pour l'UFC, mais pas que ça. Il y a tous les orgas du monde. Donc non, c'est très compliqué. Généralement, les gars, ils se noient.